D'habitude, quand on conçoit une maison, on s'attend toujours à un certain équilibre de base, non? Ouais, complètement. L'ingénierie, ça repose vraiment sur la prévisibilité, en fait. Voilà, c'est ça. On règle le thermostat central sur, disons, 20 degrés et la mécanique de la maison s'assure que toutes les pièces soient à peu près à cette même température. Exactement. Le système entier, il est pensé pour maintenir cette stabilité. C'est le fondement de toute infrastructure qui fonctionne, que ce soit une maison ou une société entière. L'harmonie globale dépend de ça, oui. C'est ça dépend de cette capacité à lisser les extrêmes, en fait, et à distribuer l'énergie de manière homogène. Bon, mais imaginons un instant une maison où ce mécanisme de régulation centralisée a complètement lâché. Ah oui, la catastrophe! Et pas juste une petite panne, hein. On entre dans la cuisine et l'environnement est devenu mais mortellement froid. Genre un blizzard littéral y fait rage, le gel fait éclater les tuyaux de l'évier Ouais. et une tempête interne menace carrément d'arracher les fenêtres. C'est un scénario de film catastrophe, là. Grave. Donc pour fuir ça, on fait un pas vers le salon et là, bam, le choc est total. C'est un sauna étouffant. L'air est brûlant, lourd, presque irrespirable. Le grand écart thermique. C'est exactement ça. Et ce n'est pas seulement inconfortable. La structure même de la maison, elle commence à gémir parce que les matériaux, ils ne sont pas du tout conçus pour subir des contractions dues au gel d'un côté. Ouais. Et une dilatation extrême due à la chaleur de l'autre. Voilà, exactement au même moment. Mais cette image, elle illustre parfaitement le concept de défaillance systémique. C'est-à-dire, Eh bien, le danger ne vient pas uniquement de la tempête dans la cuisine ou de la chaleur dans le salon. Il vient surtout de la simultanéité de ces deux forces opposées. qui déchire l'intégrité de la structure. Exactement. En fait, les ressources qu'on utiliserait pour réparer l'un sont immédiatement annulées par les exigences de l'autre. Et c'est exactement là que notre exploration en profondeur démarre vraiment aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. Je suis prêt. Nous avons passé au crible un recueil de données hyper volumineux, intitulé le Florida Global Report, avec pour sous-titre A World Under Pressure, donc un monde sous pression. Un titre très évocateur. Complètement. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de relier les points entre une série d'événements mondiaux très récents. Parce que si on les regarde de loin, ça ressemble juste à un flux chaotique. Oui. On y trouve de la météo extrême, des éruptions de violence locale, des trucs très perturbants et aussi des bouleversements géopolitiques hyper complexes. Voilà. Et l'objectif, pour ceux qui nous écoutent, c'est de dépasser le stade du simple fait divers, tu vois, pour vraiment comprendre les mécanismes sous-jacents qui prouvent que le monde actuel est littéralement sous une pression systémique intenable. C'est ça. Et je pense qu'il est vraiment vital de poser un cadre analytique super précis avant de plonger dans ces mécanismes. Vali, je t'écoute. En explorant ce rapport, on croise inévitablement des tragédies humaines sévères, des actes de violence et des décisions judiciaires qui sont extrêmement polarisantes. Oui, il faut le préciser. Donc notre but ici, ce n'est pas de distribuer des bons points, ni de juger ces crises épineuses, et encore moins de prendre parti sur des interventions policières ou gouvernementales. Bien sûr. Il faut vraiment voir notre rôle comme celui de sismologue face à un tremblement de terre. On observe où la terre tremble, on cartographie les failles. On relève les données du rapport de manière strictement neutre. Exactement, et on explique techniquement pourquoi la croûte terrestre craque, sans juger la faille tectonique. Voilà qui est très clair. Et franchement, c'est le raccourci idéal pour quiconque cherche à rester lucide et bien informé, sans se faire écraser par la charge anxiogène de l'actualité quotidienne. C'est le but de l'exercice. Alors, revenons à notre métaphore du thermostat cassé, parce que c'est la réalité physique immédiate qui est décrite dans la première section de nos recherches consacrée aux États-Unis. Oui, la situation météorologique actuelle. C'est ça. On y voit une crise météo d'une ampleur vertigineuse. Le rapport note que près de 50 millions de personnes sont actuellement sous le coup d'une menace directe. 50 millions, c'est colossal. Oui, dans le Midwest et les Grandes Plaines, on parle de la formation d'orages supercellulaires, de grêles massives qui peut détruire des infrastructures, de vents destructeurs et de possibles tornades. Tout ça en même temps, ouais. 50 millions de vies potentiellement impactées en une seule journée. Et pour bien comprendre la mécanique de ce chaos, il faut vraiment regarder ce que ça implique sur le terrain, d'un point de vue purement logistique. J'imagine que ça doit être un casse-tête monumental. Ah mais totalement. Gérer un tel front orageux, ça demande une mobilisation préventive gigantesque. Il faut prépositionner des équipes de déblayage, préparer le réseau hospitalier. Pour l'afflux de blessés liés au débris, j'imagine. C'est ça. Et il faut aussi anticiper la destruction pure et simple de portions entières du réseau électrique. En gros, c'est une saignée instantanée dans les budgets et la main-d'œuvre des agences de gestion des urgences.
C'est une pression énorme. Mais là où la structure de la fameuse maison dont on parlait gémit de toutes parts, c'est en regardant ce qui se passe de l'autre côté du pays, exactement au même moment. Le fameux contraste. Voilà. Pendant que le Midwest se prépare à l'impact des tornades, le rapport Florida souligne que le nord-est américain, donc des mégalopoles super denses comme New York, Philadelphie et Washington DC, eh bien, elles subissent leur tout premier jour de l'année à plus de 90 degrés Fahrenheit. Soit plus de 32 degrés Celsius. Oui. Oui, une chaleur précoce et vraiment étouffante. Les autorités lancent des appels à la vigilance. Du coup, je me demande concrètement comment un système fédéral gère une dichotomie pareille. En quoi ce contraste spécifique illustre-t-il l'instabilité globale dont parle le rapport? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un véritable cauchemar en termes d'allocation des ressources. D'accord. Le problème d'une vague de chaleur urbaine précoce, tu vois, c'est qu'elle sollicite le réseau électrique d'une manière totalement différente d'une tempête. Ah, à cause de la climatisation. En plein dans le mille, des millions de climatiseurs s'allument en même temps, la demande énergétique explose d'un coup. Donc le réseau est sous tension maximale. C'est ça. Donc au niveau national, tu as d'un côté un besoin hyper urgent de générateurs d'urgence et d'équipes de réparation pour reconstruire un réseau déchiqueté par les vents dans le Midwest. Ouais. Et de l'autre côté, tu as un besoin critique d'équilibrer la charge énergétique sur la côte Est. Pour éviter quoi? Des coupures de courant qui transformeraient ces immenses immeubles en de véritables fours pour les populations vulnérables. C'est vraiment le gel d'un côté et le sauna de l'autre, comme dans notre métaphore. Exactement. La tension atmosphérique crée un écartement financier et infrastructurel. Le thermostat de l'hémisphère est cassé et l'effort pour compenser cette cassure, ça épuise le système tout entier. Franchement, cette notion d'épuisement systémique, ça offre une clé de lecture super intéressante. Parce que l'instabilité, en fait, elle ne reste jamais cantonnée aux nuages. Non, elle finit toujours par redescendre. L'économie locale est suspendue à l'imprévisibilité, cette friction finit par s'infiltrer dans le quotidien des gens. Tout à fait. Et la deuxième grande partie du rapport aborde précisément une série d'événements tragiques aux États-Unis, touchant des lieux d'une banalité mais absolue. Le premier cas mentionné, c'est une fusillade mortelle à Atlanta. Oui, l'affaire du département de la sécurité intérieure. Voilà, la victime est un employé du DHS, frappé directement dans le cadre de son travail. C'est un événement d'une très grande gravité, bien sûr, et ça marque déjà une brèche dans des environnements professionnels qui sont censés être hautement sécurisés ou surveillés. Oui, déjà ça, c'est marquant. Mais alors le cas suivant, dans le Nebraska, c'est celui qui arrête véritablement la lecture. Oui, l'incident du supermarché. C'est ça. Le rapport décrit qu'une femme a été abattue par la police à l'intérieur d'un Walmart. Et pourquoi? Parce qu'elle a tenté de kidnapper un enfant en plein milieu du magasin. Une scène complètement surréaliste. Et le détail le plus glaçant, c'est qu'elle a utilisé une arme blanche pour taillader ce jeune garçon, qui était simplement, et ça c'est fou, simplement assis dans le chariot de course. Oui, Bon, le rapport précise heureusement que l'enfant a survécu à cette agression inouïe. heureusement oui. Mais honnêtement, quand on lit ça, c'est là que ça devient vraiment terrifiant. C'est la preuve absolue d'une rupture du contrat social de base. Un chariot de course, quoi. C'est la fin totale des espaces sûrs dans nos sociétés, non? Alors, il faut faire très attention à ne pas surinterpréter un fait divers, même de cette gravité, comme l'effondrement total du contrat social. Tu trouves? Oui, la société ne s'est pas effondrée juste parce qu'un incident tragique se produit dans un commerce de détail. En revanche, ce que cet événement détruit mécaniquement, c'est la psychologie de ce qu'on appelle l'espace sanctuaire. L'espace sanctuaire. C'est-à-dire? Eh bien, l'être humain a un besoin cognitif viscéral de compartimenter les risques. On accepte tous de rester sur nos gardes dans une ruelle sombre la nuit, par exemple. Oui, c'est logique. Mais notre cerveau, il est programmé pour baisser sa garde dans une allée éclairée au néon en choisissant des boîtes de céréales le samedi matin. Ah, je vois. Donc la terreur, elle vient du fait que l'anomalie survient dans un environnement qui est codé comme inoffensif par notre cerveau. Tout à fait. L'onde de choc communautaire que souligne le rapport Florina s'explique par cette dissonance cognitive. D'accord. Quand la violence extrême perfore cette bulle de sécurité perçue, que ce soit un supermarché ou un bureau gouvernemental, le cerveau ne parvient plus à isoler la menace. Parce que si un enfant dans un chariot de course n'est pas à l'abri, la menace peut être n'importe où. Exactement. La perception du danger devient omniprésente. Et ça génère un épuisement psychologique de masse. La pression, pour reprendre le titre de notre source, elle devient intériorisée par la population. Qui se met à vivre dans un état d'hypervigilance, c'est épuisant. Un épuisement total, oui. Et cette hypervigilance, cette peur que la violence s'invite n'importe où, c'est exactement ce à quoi les États tentent de répondre, avec plus ou moins de succès.
Oui, c'est ce qu'on voit dans la suite du rapport. Si on traverse l'océan, le document nous plonge dans une crise majeure en Turquie. Le pays vient de subir 2 fusillades dans des écoles en seulement 2 jours, C'est effroyable. dont une particulièrement meurtrière avec au moins 9 morts. C'est une tragédie absolue et ça fait écho à cette histoire de disparition des sanctuaires dont tu parlais. L'école, c'est le sanctuaire par excellence. Absolument. Mais ce qui est remarquable d'un point de vue systémique, c'est la riposte de l'État. Le rapport note que les autorités turques ne se contentent pas de traquer les auteurs matériels, Non, ils vont beaucoup plus loin. elles ont lancé une vaste répression contre les individus qui font l'éloge de ces attaques en ligne sur les réseaux sociaux. J'avoue que sur le papier, ça ressemble un peu à l'idée d'essayer d'attraper de la fumée avec un filet à papillon, non? Comment on espère endiguer physiquement une approbation numérique? C'est une excellente question. L'image du filet à papillon, elle est pertinente si on considère les réseaux sociaux comme un simple espace d'opinion. Ce qu'ils ne sont plus, j'imagine. Voilà. Du point de vue de la sécurité d'État moderne, l'architecture d'Internet a changé la nature même de la violence. Les autorités ne voient plus ces éloges en ligne comme de simples paroles malsaines. Elles les traitent comme des vecteurs opérationnels. Des vecteurs opérationnels. Oui, c'est le principe de la contagion numérique. La contagion numérique, c'est-à-dire que, genre, le post sur un réseau agit comme le déclencheur de l'acte suivant? Exactement. La violence dans les écoles, elle est physique, sanglante, réelle. Mais elle produit une donnée, une onde de choc numérique, qui, elle, est captée par des algorithmes. Ah, je vois le mécanisme. Et lorsque des individus glorifient cette violence, ils créent une validation sociale. Ça fournit un mode d'emploi pour des individus isolés, souvent fragiles, qui cherchent une forme de reconnaissance macabre. D'où la réaction de l'État turc. C'est ça. Le gouvernement turc est sous une pression immense pour rétablir cette illusion de sanctuaire dans ses écoles. Donc il cible le discours en ligne pour tenter d'étouffer le phénomène de mimétisme à la racine. C'est fascinant. Ça prouve que pour gérer l'instabilité du monde physique, eh bien, les États sont désormais obligés de policer massivement le monde immatériel. C'est le nouveau paradigme de la sécurité, oui. Et en parlant de réseaux invisibles qui parcourent le globe, le rapport opère une transition vraiment sidérante vers le Kenya. Ah oui, l'affaire de contrebande. Cette affaire, elle semble absurde au premier abord. Un ressortissant chinois vient d'être emprisonné dans une affaire de trafic d'espèces sauvages. Jusque-là, on pense au classique. Voilà, tristement classique, on pense direct aux cornes de rhinocéros, à l'ivoire d'éléphant, ce genre de choses. Sauf que ce trafic-là concernait la contrebande de fourmis. Des fourmis, oui. J'ai dû relire la ligne 2 fois. Comment des insectes finissent-ils au cœur des réseaux de la grande criminalité internationale? On a quand même du mal à visualiser le cartel de la fourmi, tu vois. C'est hyper contre-intuitif, c'est vrai. Mais en fait, ça révèle une adaptation vraiment glaçante des chaînes d'approvisionnement illicites. C'est-à-dire? Eh bien, le trafic d'espèces sauvages, c'est une économie souterraine qui génère des milliards. Mais au fil des années, la surveillance mondiale s'est beaucoup concentrée sur la mégafaune charismatique. Les éléphants, les tigres, les pangolins. Exactement. Les douanes ont développé des outils très spécifiques pour les détecter. Du coup, les réseaux criminels, qui fonctionnent comme n'importe quelle multinationale super agile, ils ont simplement pivoté vers des marchés de niche. Où le ratio risque-bénéfice est bien plus favorable pour eux. C'est exactement ça. Donc le trafiquant remplace le braconnage bruyant d'un rhinocéros par la collecte hyper discrète d'insectes rares. Mais qui achète ça? Le marché est immense, figure-toi. Il inclut des collectionneurs privés extrêmement fortunés qui veulent des insectes vivants et rares, et ça touche aussi le secteur de certaines médecines traditionnelles. D'accord, je ne m'en doutais pas du tout. Mais ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est la mécanique du transport, en fait. Ouais, Oui, parce qu'exfiltrer des milliers de spécimens d'insectes du Kenya vers l'Asie, ça demande un vrai réseau de corruption. Des fausses déclarations douanières, des intermédiaires capables de brouiller les pistes financières. c'est une vraie logistique de cartel au final. Voilà. Le fait qu'un ressortissant étranger tombe pour ça au Kenya, ça montre que l'extraction prédatrice des ressources naturelles est devenue microscopique. Mais ce qui soulève une vraie question sur l'impact final, parce que pourquoi le citoyen moyen qui écoute cette analyse devrait-il s'inquiéter du vol de quelques fourmis au Kenya? Pour une raison très simple, la biosécurité globale. Ah, Le monde naturel fonctionne par équilibre hyper délicat. Aspirer des micro-organismes, des amphibiens rares ou des insectes hors de leur écosystème naturel, puis les transporter clandestinement à travers les aéroports du monde entier, en fait. c'est créer des vecteurs de maladies inattendues ou affaiblir les pollinisateurs et la santé des sols de toute une région. Et une perturbation agricole locale, ça finit toujours par se répercuter sur les prix mondiaux des denrées alimentaires. L'effet papillon, ou plutôt l'effet fourmi, de la criminalité organisée. C'est tout à fait ça.
Sa mondialisation poussée à son extrême le plus insidieux, quoi. Et si les réseaux de contrebande ignorent les frontières, la section suivante du document nous montre que les forces politiques font exactement la même chose. Ah, on entre dans la géopolitique pure. Oui, là on change d'échelle. Le rapport mentionne la situation au Kazakhstan, où des citoyens ont été jugés et condamnés par leur propre système judiciaire Leurs propres tribunaux, oui. et leur crime avoir manifesté contre les politiques intérieures de la Chine concernant le Xinjiang. C'est vertigineux quand on y pense. Les frontières de la juridiction semblent complètement s'évaporer. C'est un phénomène très complexe. Mais comment un tribunal au Kazakhstan, qui est souverain, justifie-t-il la répression de ses propres citoyens juste pour apaiser une autre superpuissance située à des milliers de kilomètres? En fait, il y a une mécanique très précise derrière ça. C'est ce qu'on appelle la dépendance asymétrique, souvent qualifiée de dynamique d'État vassal. D'accord. Les tribunaux locaux, ils n'opèrent pas dans un vide hermétique. Le Kazakhstan partage une frontière massive avec la Chine et son économie est intimement liée aux gigantesques projets d'infrastructure et de commerce de son voisin. Les fameuses nouvelles routes de la soie, j'imagine. Exactement. Donc, lorsque des citoyens manifestent de manière virulente contre une politique ultra sensible de Pékin, la diplomatie chinoise n'a même pas toujours besoin d'exiger une intervention formelle. La pression économique implicite suffit. Voilà, le message est compris sans même être prononcé. Donc le système de justice locale devient en quelque sorte l'amortisseur des relations internationales. C'est l'expression parfaite. Le pouvoir judiciaire local criminalise la protestation, non pas nécessairement pour défendre la loi kazakh stricto sensu, mais pour prévenir des représailles économiques ou diplomatiques. Des représailles qui pourraient ruiner le pays. Exactement. Les luttes de pouvoirs mondiaux se règlent par procuration, dans des tribunaux de province. Les libertés civiles locales sont sacrifiées sur l'autel de la stabilité géopolitique et macroéconomique. Et ce rôle de la justice comme instrument de gestion des pressions politiques, on le retrouve de façon hyper éclatante dans le dernier cas étudié par le rapport Florida. Oui, on part en Afrique du Sud. Direction l'Afrique du Sud, en effet. Julius Malema, qui est une figure très clivante et le chef d'un parti d'opposition majeur, vient d'être condamné à 5 ans de prison. Une décision très lourde. Le rapport met ce verdict en lumière en précisant qu'il est susceptible, je cite, de remodeler l'avenir politique du pays. Encore une fois, on voit la salle d'audience se transformer en l'épicentre d'un tremblement de terre national. Alors ici, il est impératif de maintenir notre neutralité et de ne pas commenter la légitimité des charges qui sont retenues contre Julius Malema. Bien sûr, on s'en tient au fait du rapport. Ce qui relève de notre analyse sismologique, pour reprendre notre terme, c'est l'impact de ce verdict. Les ondes de choc. Voilà. Quand une figure de proue de l'opposition est extraite du paysage politique par la voie judiciaire pour une durée de 5 ans, ça crée un immense vide gravitationnel. Surtout dans un pays avec un tel contexte. L'Afrique du Sud est une nation qui jongle avec des défis économiques structurels immenses, un chômage endémique et des tensions sociales très vives. Le terrain est donc extrêmement combustible, quoi. Exactement. Et dans de nombreuses démocraties qui sont soumises à telle pression, lorsqu'il y a un blocage ou une impasse dans l'arène politique traditionnelle, la confrontation se déplace vers le système légal. C'est ce qu'on appelle parfois le lawfare, l'utilisation du droit comme arme politique. C'est tout à fait ça. Et le truc, c'est que la condamnation soit fondée ou non, une partie de la population la percevra toujours comme une tentative de neutralisation politique. Pendant que l'autre partie verra le triomphe de l'état de droit. Absolument. Et la conséquence directe de ça, c'est une polarisation accrue et une refonte forcée des alliances avant les prochaines échéances électorales. La pression accumulée dans la rue finit toujours par chercher une soupape dans les institutions. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte? Si on relie